juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Mon co-animateur Olivier de Scooter est à mes côtés. Salut Olivier. Salut Hermano, salut à tous. Aujourd'hui, on reçoit une triathlète française qui va revenir avec nous sur son parcours et sur son mode de vie. On en parlait justement un petit peu en off. Je suis très heureux de recevoir Émilie Morier. Salut Émilie. Salut, bien le bonjour. On a une tradition dans ce podcast, c'est qu'on laisse nos invités se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Émilie Morier ? Alors, Émilie, elle a 26 ans, elle vient de Sud de Drôme. Elle a commencé le triathlon par le triathlon et pas par un autre sport. Vraiment, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je suis dans le milieu, comme on peut dire. Et après, j'ai évolué progressivement dans ma campagne, puis sur Montpellier, puis sur Girona. Puis maintenant, donc, dans le sud-ouest, à Bayonne. Voilà, un petit début de carrière dans le triathlon qui a débuté sur le court distance jusqu'aux Jeux de Tokyo en tant que remplaçante et qui se poursuit dans le longue distance depuis cette année 2023. Bon alors justement, tu vas pouvoir peut-être nous donner un petit peu ton palmarès. Tu as pris une médaille d'argent au 73 des Sables d'Olonne cette année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ton actif, à ton palmarès, notamment en longue distance, puisque tu nous dis que tu commences longue distance depuis cette année? Donc première année sur le long, c'est vrai que j'étais vraiment excitée en fait de poursuivre ma carrière de triathlète, mais quand même dans une autre discipline. J'appelle ça une autre discipline parce que c'est quand même complètement différent, même si on retrouve on va dire des vecteurs communs. On a quand même cette partie vélo où c'est un voyage, on part pour 2h30 en solitaire. Du coup, belle saison quand même, parce que sur 8 alpes, je fais 4 podiums. Donc une victoire à Peñíscola, devant, c'est vrai, Ashley Gentle qui n'était pas en forme, mais ça a été mon deuxième long, donc c'est vrai, ça m'avait bien lancé la saison. Après, ça s'est poursuivi par une médaille de bronze à Aix-en-Provence, médaille d'argent, oui, au Sable, et j'en oublie une médaille de bronze à Knokke Heist en Belgique, chez les Belges. Donc c'est vrai qu'il y a eu des médailles de remportées, mais maintenant je vois plus loin et plus haut pour la saison prochaine, parce que cette saison elle a été hyper mouvementée, à l'image de notre rendez-vous pour ce podcast. Donc hâte de commencer cette année 2024. À mon avis, elle va être belle, oui. On n'en a pas parlé encore, Émilie, mais à Knokke, effectivement. Alors, je pense que tu m'as pas vu. Moi, je t'ai vu sur la course à pied. Maintenant, comme les pros démarraient vachement plus tôt et de toute façon, je pense que t'étais plus rapide que moi, donc je t'ai vu en tout cas je t'ai croisé sur quelques tours à pied. Oui. Cette belle promenade, oui. Exactement, t'étais assez focus. Je dois dire que moi aussi j'étais content d'aller jusqu'au bout en tout cas. Ça a été une année aussi assez mouvementée de mon côté niveau entraînement. Mais on va revenir là-dessus évidemment. T'as choisi de partir sur du long. Maintenant, souvent, c'est un peu le parcours typique entre guillemets des triathlètes, c'est qu'on commence sur du court, sur du très court, et puis en plus on avance avec l'âge, on va sur du long. Maintenant, 26 ans, ça reste quand même assez jeune aussi, même si on voit de plus en plus des athlètes très jeunes qui s'engagent sur du très long. Mais toi, pourquoi est-ce que tu es parti sur du long là maintenant? Tu sentais que tu avais fait le tour sur le court, que tu allais, ou tu avais juste besoin de faire quelque chose d'autre, de trouver une nouvelle discipline? C'est quoi qui t'a emmené là sur le long? Non, c'est pas naturellement que j'y suis allée sur le long. Ça a été en fait des péripéties, on va dire, de vie. Après les Jeux Olympiques de Tokyo, je pensais absolument faire du court et m'engager sur Paris, du moins tenter la qualif comme celle de Tokyo.
pour Paris 2024. Enfin, les Jeux chez soi, je pense que moi j'avais typiquement l'âge, j'avais 27 ans, enfin je vais avoir 27 ans pour cette année 2024. Et en fait, après les Jeux de Tokyo, il y a eu une remise en question énorme parce que je suis sortie des Jeux de Tokyo mentalement et physiquement complètement blessée. Et ça, j'avais pas en fait évalué cette descente en enfer en fait jusqu'au Jeux de Tokyo pendant les Jeux, et j'ai mis énormément de temps à m'en remettre, comme autant physiquement que mentalement. Physiquement, j'avais une grosse blessure, j'avais l'aponévrose plantaire qui était en fait en soins permanents pour tenir jusqu'au jeu, et après les Jeux je devais soigner en fait par une PRP, donc 3 mois d'arrêt, et là ça a été des questions sur questions, et j'ai eu du mal à revenir sur le triathlon. J'avais besoin d'autre chose et je suis partie sur le vélo de route. Et revirement de situation. Donc là, à chaque fois, il se passe quelques mois, des problèmes cardiaques, se mettent sur mon chemin. Et on se repose encore des questions. Je savais même pas si je pouvais repartir sur du haut niveau, parce que on savait pas comment en fait la myocardite allait se soigner. Est-ce que ça allait revenir, parce que du coup un peu sujet à redéclencher ce problème-là sur le myocarde. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de remises en question, et après j'ai Anaël Aubry, qui est mon entraîneur, qui m'a appelé et qui m'a proposé en fait de m'accompagner, parce que c'était vraiment ce besoin-là. En fait, j'avais besoin d'être encadrée et d'avoir un accompagnement et plus d'être toute seule, parce qu'en fait après les Jeux de Tokyo, j'ai pas peur de le dire, en fait j'étais seule. On se retrouve juste avec sa famille, ses amis proches, et on n'est plus rien. On est qu'un numéro. Donc ça faisait vraiment mal en fait à l'humaine, on va dire, que j'étais. J'ai mis 2 ans à reprendre cette confiance en moi, et du coup je me suis reconstruite sur ce projet-là, avec un projet longue distance, parce que c'est clair que c'est 26 ans, je pensais pas à 26 ans me mettre sur du long, mais les péripéties de vie ont fait qu'aujourd'hui j'y suis, et j'y suis très contente. Je suis ravie de ce choix. C'est sûr que les 2 ans n'ont pas été faciles, ça a été un peu la traversée du désert, comme souvent j'écoutais la musique d'Orelsan, et qui dit en gros que même si t'es dans le désert, avance quoi. Enfin, t'as qu'une solution, c'est d'avancer, et du coup me voilà sur du long. Et c'est vrai que la partie vélo, c'est vraiment ma partie préférée. Ce voyage aussi, parce qu'à chaque départ, en fait, c'est un voyage avec nous-mêmes. On a tellement, moi j'ai des émotions, mais autant positives que négatives, qui me traversent. Et à chaque fois, j'apprends, on va dire, à me connaître sur chaque épreuve. Et donc cette discipline, elle me plaît bien. C'est un gros challenge à chaque départ. C'est un gros challenge pour relier l'arrivée. Il y a le podium souvent, des fois à la clé, mais moi le plus gros objectif, c'est relier l'arrivée comme tout le monde, quoi, parce que on passe tellement par des douleurs, des remises en question, que j'aime beaucoup en fait cette notion de distance, de défi, de finir en fait l'épreuve, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté, même si t'es peu importe ton niveau de performance sur du long, il y a toujours un moment dans la course où tu te dis putain, j'en ai encore pour combien de temps, quoi. Tu te dis c'est quand que ça s'arrête, alors clair. Que sur du court, certes tu souffres probablement plus en termes d'intensité, je pense, parce que tu vas beaucoup plus haut dans les tours, mais t'as moins ce côté de c'est quand que ça s'arrête, parce qu'en fait de toute façon tu réfléchis même plus trop, quoi. Alors que sur le long, t'as quand même le temps de réfléchir un peu, de sentir la douleur, de te dire ça commence à être long, tu comptes les kilomètres, quoi. C'est ça, c'est que sur le court distance, tu subis un peu l'allure des autres, parce que c'est quand même une confrontation bien plus directe avec tes adversaires. Que sur le long, ça commence à être un sport beaucoup plus d'opposition qu'avant, mais ton premier ennemi, c'est toi-même, quoi. C'est en fait, tu peux tellement faire de conneries et en fait te faire vivre un cauchemar pour la fin de l'épreuve, que c'est être focus sur soi, et après analyser les concurrentes à côté pour savoir quelle cartouche ou quelle carte tu vas jouer, quoi. Et cet aspect stratégique est aussi très présent sur le long, et
moi j'aime beaucoup parce qu'en plus chaque course est complètement différente. Et surtout pour cette première année, je pense quand on commence le long, on se connaît pas vraiment. Et au niveau de la nutrition, le corps il réagit. Enfin moi sur mes 8 courses, j'ai eu aucune même sensation. Et à chaque fois, je devais adapter en fonction des sensations que j'avais, quoi. Et parce que pour toi, comment tu fais ça en fonction des sensations? Mais bon, en même temps, on l'a vu, là sur cette première année, t'as quand même fait une course sur 2, t'étais sur le podium, donc. Tu te situes quand même par rapport aux autres. C'est-à-dire que, moi, typiquement, reprenons l'exemple de Knock, on s'est croisés, j'avais aucune idée de quel était mon classement, tu vois, par rapport aux autres. Moi, la seule chose que je sais, c'est que le temps, il est en train de passer et que, je me mets un objectif en termes de chrono pour moi, perso, mais sinon, j'ai aucune idée d'où sont les autres, d'autant plus que c'est un rolling start, et c'était par âge en plus, donc les mecs qui courent à côté de toi, devant toi, tu sais pas du tout où en sont les gens, et donc voilà, moi pour le coup j'étais vraiment solo, mais toi t'as quand même, je veux dire tu joues le podium, donc tu sais très bien quelle est ta place, les nanas tu les vois, tu les croises, donc il y a quand même ça qui rentre en compte aussi. Comment tu fais pour gérer les deux, pour à la fois te dire je gère mes allures d'une part parce que je me connais, et d'autre part non en fait faut que j'accélère parce que la nana devant moi là, il faut que je la rattrape, quoi. Ouais, en fait c'est vraiment ça la difficulté, c'est que on sait à peu près les allures à pied qu'on peut tenir par rapport aux séances faites à l'entraînement, mais avec les sensations en fait c'est comment, en fait moi ma plus grosse question à chaque fois c'est ok t'as mal mais tout le monde a mal. Et c'est comment tu peux dépasser cette douleur pour jouer un peu au bluff et pour essayer déjà de garder l'allure, parce qu'en fait souvent c'est un peu mon cas, je pars un peu comme une fusée et après c'est marche ou crève, quoi, c'est essaye, reste sur cette allure, mais c'est comment trouver des solutions pour enlever cette douleur de ta tête et continuer sur le même rythme, parce que on sait que si je prends 10 ou 15 secondes au kilo, et surtout à Knokke, l'aller-retour, elle a 1 minute de moi. Si moi je prends 15 secondes à chaque fois au kilo, là il reste 6 bornes. Dans 4 bornes, je la vois, elle est dans mes pieds. Et puis on sait que quand on a un visu aussi, c'est encore plus facile. Donc est-ce que là j'en remets une pour après ensuite qu'elle m'est pas dans le viseur et que je termine un peu au bluff. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions. Et le fait que nous, les pros, on soit tous ensemble, tous en même temps, ça aide quand même. Parce que moi, je sais que si je serais en rolling start, je suivrais mes allures. Mais j'irais pas, en fait, chercher... je pense que moi, j'adore gagner. C'est vrai que je fais du sport, de la compétition, parce que la gagne, ça me transcende. Mes plus grandes victoires, elles ont été faites parce que mentalement, j'ai été transcendée. Et pas parce que physiquement, j'étais plus forte, mais parce que mentalement, je sais pas ce qui se passe, mais je sens plus rien, quoi. Et c'est vrai que quand il y a un podium qui se joue, j'arrive à tenir dans cette douleur-là. Que si j'étais qu'avec ma montre, j'aurais du mal à me transcender, je pense, et à aller plus vite. Donc pour moi, c'est un avantage qu'on a les pros, c'est qu'on a une clarté sur la course, sur notre positionnement, et on sait si on joue le podium, si on joue le top 10. Et ça, c'est aussi quelque chose sur laquelle je travaille, parce que être 5e, c'est super d'une course. Et des fois, en fait, moi, j'avais perdu non, c'est podium ou rien. Et ça, en fait, non, j'ai pas honte de le dire, parce que en fait si, j'ai honte de dire ça, mais il faut accepter que en fait on peut pas toujours être au top niveau. Et cette année j'ai beaucoup couru, l'année prochaine ça va être courir moins, mais pour vraiment être disposé sur le départ, et on va dire mettre la balle au fond quand je prends un départ. Ouais. Est-ce que cet état d'esprit, tu l'as aussi pendant l'entraînement, parce que tu nous dis qu'en compétition, partir tous ensemble et du coup pouvoir gérer ta position par rapport à celles qui sont devant ou derrière qui sont en chasse, ça aide beaucoup. Est-ce que à l'entraînement c'est pareil, ou au contraire à l'entraînement, d'ailleurs tu parlais d'Anaël Aubry qu'on a reçu aussi sur le podcast, est-ce que Anaël t'envoie les plans ou est à côté de toi, il te donne les instructions et tu y vas et c'est tout, et si c'est dur, c'est pas grave, de toute façon là tu te bats pas contre quelqu'un, mais tu te bats contre tu te bats contre les recommandations, enfin pas contre les recommandations, mais justement pour atteindre contre toi
toi, contre ton corps, contre la difficulté pour atteindre les recommandations du coach? Eh ben, c'est vrai que, en fait, sur une planification, quand je la lis et quand je vois 1 heure endurance ou 2 heures endurance vélo, c'est presque, ça m'intéresse pas et presque je vais mettre du temps, de l'énergie pour y aller. Mais quand il y a un entraînement où ça s'annonce chantier, et Anaël, il utilise des mots un peu comme ça pour un peu me percuter mentalement, et ben là, c'est vraiment les entraînements où bizarrement, je vais mettre du temps à rentrer dans la séance, mais quand le chantier s'annonce et que la série elle commence, je me mets un peu dans un état second ou comme si j'avais une mission à remplir. Et là, j'arrive vraiment à me mettre dans des états assez secondaires. Je me rappelle d'une Léonie Perriot qui me disait « Mais moi, j'arrive pas à l'entraînement à me mettre comme tu te mets. Tu te fais du mal, quoi. » Et c'est vrai que il faut avoir de l'énergie, il faut être disposé. Donc c'est vrai que le fait d'être athlète pro, ça me permet, moi, d'avoir quand même des temps de récupération pour pouvoir le faire. Mais quand on arrive à se mettre dans cet état comme en course, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que c'est là où on pousse les limites et on débloque un peu ce qui va nous servir pour le jour J. Et après Tokyo, j'ai eu 2 ans où je me suis entraînée 80% du temps toute seule. Et ça m'a vraiment appris à me mobiliser moi-même parce qu'en fait, quand on part avec un groupe, on se rend pas compte, mais on suit et on se pose même pas la question si on le fait ou si on le fait pas. Il y a tout le monde qui court, on va pas rester planté là. Mais quand on est tout seul, on a toujours le choix de faire retour maison. Et c'est à ce moment-là, en fait, ça prend de l'énergie, mais pour moi, par contre, ça m'a appris à vraiment me mobiliser en étant seule et en me posant les questions, pourquoi tu fais ça, en fait? Parce que, des fois, les gens qui me regardent m'entraîner, déjà, j'essaye de vraiment être dans la campagne. Moi, j'adore pour pas qu'ils me voient, parce que je me dis, mais à quel moment on se met dans un état comme ça en faisant du sport? Les gens, c'est quand même un regard, quand t'as un regard extérieur, t'es non sportif ou même sportif loisir, les états, c'est vrai qu'ils sont, des fois, ils sont impressionnants. Et moi, je rentre à la maison et c'est à ce moment-là où je suis satisfaite et j'ai le plus de satiété de l'entraînement, quoi. Bon, à côté de ça, tu peux pas non plus t'entraîner tout le temps à fond, tout le temps tout donner. Il y a quand même la bonne vieille règle du 80-20. Donc, ce que tu nous dis, c'est que tes entraînements plutôt cool, plutôt endurance, plutôt récupération, plutôt régénération, cela, t'as du mal à y aller parce que justement, ce que tu cherches, c'est la bagarre. C'est être sur le terrain de la guerre. C'est ça, mais la bagarre, je la cherche pas tout le temps. Parce que, en fait, la bagarre, j'arrive à y aller si à côté, mon équilibre, il est respecté et que, pas le soir, la veille, mais par exemple, j'ai bu, je suis allée boire des coups avec les copains ou si je suis allée faire quelque chose autre que le triathlon. Et en fait, pour rentrer dans cette bagarre-là, il faut vraiment que j'en sois sortie avant et que j'ai pu avoir un peu une vie, entre guillemets, normale, quoi. Parce que être tout le temps dans le triathlon, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal et que par moment, il faudrait que je sois un peu plus focus sur mon objectif. Et je l'ai déjà été être complètement focus, mais ça me ressemble pas. Et en fait, j'arrive sur le ponton de départ, j'ai pas la jauge de l'envie complètement au maximum parce que j'ai pas respecté mon équilibre qui est de profiter à côté, avoir moi je prends 1 jour off par semaine, donc ce qui est assez rare dans le triathlon, pour pouvoir me dire, si tu veux aller faire du shopping ou si tu veux aller voir tes amis ou ta grand-mère, malgré qu'ils habitent un peu loin, je peux me prévoir des temps off pour aller à la bagarre et pouvoir me bagarrer avec les armes qu'il faut, quoi, pour affronter ces entraînements qui sont, franchement, c'est pas facile. Le triathlon, c'est clair que des fois je regarde d'autres sports, d'autres disciplines ou d'autres métiers, je me dis t'as pas choisi le plus facile, quoi. Là il y a eu t'as pas réfléchi avant de choisir. Moi à 6 ans on n'a pas les mêmes notions, mais et puis c'est du jeu, mais c'est vrai que des fois on perd un peu sur la balance, niveau qualité et temps d'entraînement. On donne de sa personne, ça c'est clair. Chaque sport a sa spécifique, mais le triathlon, sur l'entraînement on est un peu barjot, même trop des fois. Est-ce que mais du coup, ta question m'amène à une autre. Ton point m'amène à une question, c'est que est-ce qu'il y a des triathlètes qui ont vraiment réfléchi
à la question de devenir triathlète. C'est quand même le titre du podcast, hein. C'est quand même la question qu'on pose et qu'on te posera aussi d'ailleurs en fin d'épisode. Comment devenir triathlète? Mais peut-être qu'on devrait poser la question pourquoi devenir triathlète? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment réfléchi à ça? Je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez... en général, on est beaucoup sur de l'émotionnel, sur de l'ego, en fait, pourquoi je deviens triathlète? Je sais pas, mais je sens qu'il faut que je le fasse, quoi. C'est clair. Est-ce qu'il y a vraiment eu un argument rationnel derrière? Je suis pas certain. Non. Enfin, en fait, c'est ça qui est sympa dans ce sport, c'est vrai que le long, maintenant, on est beaucoup plus au contact des age groups. Enfin, il y a tellement de 1000, 2000, je vois 3000 personnes. À Lati, il y avait 6000 personnes. C'est ouf la diversité que ça brasse et les histoires, en fait. Mais pourquoi toi, t'es sur cette ligne de départ? Ouais, on a parié avec des potes et j'ai qu'une parole et du coup je suis là, tu vois, où c'est non, voilà, j'ai 40 ans, j'ai envie de reprendre en main, d'avoir une vie un peu plus cadrée. Enfin, il y a vraiment tout type d'histoire et ça c'est vrai que c'est assez sympa et on est au contact de ces personnes-là avant, pendant et après la course. Et moi, c'est vrai que j'aime bien des fois discuter. Voilà, ça vient naturellement. On est hyper accessible. Enfin, et ça, c'est super sympa parce que y a tellement de tout type d'histoires et des fois, mais des histoires mais farfelues, quoi. Et puis il y en a qui se lancent aussi sans grande prépa parce que forcément, on a tous une vie à côté. Même si moi, ma vie c'est le triathlon, 90% des gens ils sont pas à l'entraînement tous les jours parce que il faut vivre à côté et les prépas, mais elles sont tellement diverses aussi. Enfin, je pense que il y en a qui disent mais t'es fou de te mettre sur un half en ayant fait 5 heures par semaine, même pas, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est sympa dans le long. Il y a des belles histoires et des belles rencontres, ouais. Ouais, après, c'est quand même aussi l'origine du triathlon. Enfin, je veux dire, tu regardes l'Ironman, c'est né d'un défi un peu débile de Marine US qui avait un peu picolé et qui se sont dit, tu sais quoi, c'est qui l'athlète le plus fort? Bon, on verra bien, on va faire un Ironman et puis on verra, quoi. Ouais. Donc ça vient déjà de ça à la base. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a un peu tendance à perdre dans le triathlon? Parce que autant il y a ce côté un peu dingue où je le fais à l'arrache, tu vois, sur un coup de tête, parce que c'est un défi, parce que voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, c'est quand même quelque chose qui se professionnalise aussi de plus en plus, et tu vois quand même, tu disais, c'est rare pour des triathlètes de pas prendre de jours de récup. Bon, c'est surtout pour les pros, hein. Dans les amateurs en général, on a quand même plus facilement un jour de récup, mais sur la semaine, mais je veux dire, j'ai quand même l'impression que les gens se prennent de plus en plus au sérieux dans le triathlon, ou alors est-ce que c'est juste une partie des triathlètes? Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus ce côté-là, ce côté on se prend au sérieux, quoi. Oui, je te rejoins. En fait, c'est comme dans tout, à chaque fois dans un groupe, il y a toujours tout type de personnes, et c'est vrai que on le voit avec quand je discute les planifications, il y en a, ils s'entraînent autant que moi alors qu'ils ont un boulot à côté, et à la maison ils sont aussi pros au niveau de leur alimentation, leur nutrition, leur temps de sommeil. Le triathlète est aussi aime beaucoup le matériel. Le matériel, quand je rentre dans un parc à vélo, moi je me demande comment ils font, quoi, tous pour avoir du matériel comme ça. Et donc, mais c'est génial parce que ça veut dire que les gens ont pu se le payer, et je pense sont super fiers d'arriver avec leur machine ultra perfectionnée, et sont passionnés en fait pour mettre autant d'argent. C'est qu'il y a de la passion derrière. Et c'est vrai que parfois je me dis, j'espère qu'il y en a qui sacrifient pas tout pour leur épreuve, et qu'ils oublient pas leur famille ou leur femme ou leurs amis, parce que ça peut vite devenir une machine infernale, le triathlon. C'est que, en fait, c'est un jeu, on se prend au jeu, on a la tête dans le guidon, c'est un peu le cas de le dire, et en fait, on prend plus de recul sur, c'est un sport, c'est que de l'extra, on fait ça pour être heureux ou heureuse. Et il faut, même nous en pro, des fois, surtout des fois en pro, on n'arrive pas à prendre ce recul-là. Et en plus, on n'est pas forcément plus performant quand on a cette tête dans le guidon. Et c'est vraiment, en fait, la vie, c'est vraiment cette question d'équilibre, quoi. Jusqu'où je mets avoir peut-être aussi quelqu'un de l'extérieur qui nous
oh Coco, là si tu fais pas l'entraînement c'est pas grave, tu vas pas perdre 10 secondes au kilo quoi. Donc il y a rien qui se joue maintenant là, repose-toi. Et c'est vrai que cette notion de repos et de prise de recul sur ce qu'on fait, des fois elle est pas tellement respectée en triathlon, et on est un peu le seul sport qui est un peu dans l'excès au niveau de cet entraînement. Et moi des fois j'aimerais bien, j'en parle beaucoup avec Anaëlle, de dire mais en fait j'ai pas envie de faire de la quantité et vraiment que de tout le monde cherche la qualité à l'entraînement, mais dire si je suis pas disposée, j'y vais pas. Mais aujourd'hui, voilà, c'est bien beau de le dire, mais je le fais pas. J'y vais parce que c'est marqué sur la planif et que je suis un soldat, quoi. Si je vais pas le faire, je vais être moins forte que non. C'est vrai que ce côté de se prendre la tête, je sais pas pourquoi des fois en triathlon on n'arrive pas à sortir de ce mode de vie là. Et moi, j'essaye vraiment à chaque fois de me poser des questions en me disant... après, il faut pas trop s'en poser des questions, parce que sinon, on n'y va pas. Mais de prendre du recul sur ce que je fais, en fait. Parce que je suis pro, c'est mon métier, j'en vis. Et c'est ça, des fois, qui est difficile. Mais en fait, il faut que je reste dans ce plaisir et dans cet amusement, dans ce fun. Parce que là, je l'avais un peu perdu. Et en fait, c'est pas moi. Et s'il n'y a pas ce fun, moi, il faut que... C'est un jeu, il faut que ça soit un jeu en fait, cette ligne de départ, et comment je fais pour arriver la première. Mais c'est vraiment garder cette notion de plaisir, de jeu, de fun à l'entraînement. Et ça passe par l'entourage, l'atmosphère dans laquelle on évolue. En fait, il y a l'entraînement, mais il y a tout ce côté à côté, quel univers je me crée autour de ça, pour que ça reste en fait un plaisir et une envie à chaque matin de se lever et d'aller se donner à 100%, ou être mobilisé pour se dire là je vais l'assimiler l'entraînement, parce que j'ai envie d'y aller et je suis contente d'être avec les gens avec qui participent au même entraînement que moi. Et donc quand je m'entraînais toute seule, moi c'était un peu difficile de pomper l'atmosphère, les bonnes énergies à côté, parce que je me suis retrouvée dans des nombreux chantiers en étant solo et en me disant mais comment je vais rentrer à la maison quoi. Je me mettais en je me rappelle, je me mettais en hypoglycémie exprès pour avoir l'impression de rentrer à la maison et avoir fait un truc de fou, alors que j'étais juste à 30 bornes de la maison, mais ça me semblait une mission commando pour rentrer à la maison, parce que je m'étais mis tellement, je mangeais pas de sucre, je mangeais rien, pour avoir cet état de ah ouais, là j'étais vraiment dans le mal. Là tu vas créer des adaptations parce que ton corps, tu lui as pas donné de sucre. Alors qu'est-ce que c'est quand tu vas lui donner du sucre? Et ça c'est pas bon, ça c'est des extrêmes, il faut en sortir. Mais voilà, moi j'étais tombée là-dedans. Hein. C'est intéressant que t'en parles, parce que justement je pense que c'est... qu'on soit pro ou pas, on a tous à un moment vécu ça, de se dire on va créer quelque chose, on va créer une faille pour obtenir une adaptation et pour revenir plus fort. Je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, je m'entraînais souvent en hiver avec des chaussures plus lourdes ou avec des poids au niveau des chevilles, en me disant cet été je vais mettre mes chaussures de course, mes racers, et puis je vais voler. Bon, en fait c'est pas toujours la bonne solution, donc c'est sympa que tu partages ça. Tu parles justement de ces journées interminables, et tu parles aussi des gens qui t'entourent. Là, aujourd'hui, tu as créé quoi comme staff? Tu as créé quoi comme émulation, comme groupe autour de toi? Parce que j'imagine que quand on vient du court distance, pris en charge, encadré par la Fédération française de triathlon, qu'on va au jeu, même si tu étais remplaçant, tu as quand même été au jeu avec les autres, et qu'après on switch vers le longue distance, tout change, non? Ah bah ouais, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. Et en fait, on se rend pas compte de tout le staff qui est fait par la fédération, par cette équipe de France, autour de nous. En fait, tout tourne autour de notre projet, de nous. C'est impressionnant le nombre de personnes en fait qui est consacré pour qu'on soit bien. Et c'est vrai que dans le longue distance, indépendance, donc il y a aussi des avantages, mais c'est à nous de gérer tout ce qui est logistique, groupe d'entraînement, de A à Z. Alors c'est ce qui est hyper intéressant, moi c'est vraiment là où je m'épanouis, parce que c'est carte blanche, et en fait c'est beaucoup de boulot, du coup j'ai dû prendre un peu en maturité, parce que puis comprendre en fait qu'il faut savoir s'entourer et s'organiser, parce que c'était quelque chose où je l'étais pas, et
du coup, toute cette année, en fait, j'ai mis beaucoup d'énergie à dire l'année prochaine, je recommence pas l'année comme celle-ci. Ça fait 3 ans que je vis dans les valises, de me trouver un cocon, donc une ville où je me sentais bien, donc Bayonne, tout ce qui est Pays Basque, c'est vrai que il y a pas beaucoup d'insécurité, les gens sont pas aigris, le terrain de jeu il était bon, donc j'ai dit ok, bim, à Bayonne, le lieu il est ok. Mais bon, à Bayonne, la performance, des fois, c'est plus l'apéro qui prime que la performance. Donc bon, je me suis dit, waouh. Et là, j'ai de la chance d'être une fille et d'avoir, du coup, un niveau moins élevé que si j'étais un pro mec et de pouvoir utiliser, on va dire, enfin, utiliser, le mot, il est dur, mais de pouvoir m'entourer, on va dire, de garçons qui sont au même niveau que moi. Voilà, des age groups qui se débrouillent très très bien. Et donc, du coup, ça a été, bon, ben, t'es dispo là, quand, et en fait je me suis créé une semaine, une routine pour pas toujours m'organiser chaque semaine, avoir à dire bon bah t'es dispo quand, ok ben jeudi vas-y on va courir ensemble. Non, c'est avoir cette semaine type, et parce que tout le monde a une routine malheureusement, et de jongler avec les personnes et leur dispo pour en natation aussi, ça je reviendrai, mais hyper important d'avoir des lignes d'eau. Je nageais dans le public, donc forcément la natation c'était pas ma partie préférée, parce que je nageais avec les mamies, les papis, et je m'en rappelle m'être énervée plusieurs fois parce qu'on se fait zioter dans le public. Enfin bon, là je diverge, je vais trop loin, mais c'est se créer des conditions d'entraînement pour pouvoir faire la planification qu'Anaëlle va m'envoyer, parce que là, la planification, elle était pas si dure, mais en fait, elle était tellement dure parce que j'avais pas de conditions idéales pour m'entraîner. J'avais une atmosphère sympa, mais pas de conditions. Donc là, le matin, maintenant, l'aviron bayonnais m'a ouvert des créneaux natation pour que je puisse nager. Donc je suis plus avec le public. En vélo, je m'entoure de gars qui roulent assez bien, et voilà, il y a quand même des thématiques. Ils savent en fait que le samedi, ça va être plutôt de l'aéro, donc ils vont pas appuyer non plus comme des brutes. Après voilà, c'est beaucoup d'autonomie pour moi à me gérer par rapport aux autres. J'ai pas envie de cadrer les autres. Enfin voilà, j'ai une séance, mais c'est pas forcément tout le monde se met sur la même séance que moi. Mais ces conditions d'entraînement en fait, c'est la base quoi. C'est construis tes conditions pour ensuite faire ta planif, parce que c'est tellement dur et tellement d'heures que si t'as pas des conditions favorables, ça tient pas longtemps quoi. Et t'as eu la possibilité, enfin t'as décidé d'aller à Bayonne parce que t'avais aussi le côté un peu plus qualité de vie dont tu parles, mais t'aurais pu viser aussi d'autres lieux avec un groupe d'athlètes par exemple qui s'entraînent, enfin d'athlètes pro, hein, pour être vraiment, dans quelque chose d'un peu plus structuré. Pour toi, ça, c'est quelque chose qui te convenait pas? En fait, je me suis après Tokyo, c'était la grosse question de se dire il faut que je m'entoure, parce que j'étais avec la team de Joël Filleul, mais avec la Covid, ça partait. En fait, tout le monde pouvait pas se regrouper. C'était des frais énormes aussi, donc j'avais du mal à assumer l'année. Et du coup, c'était il faut que tu retournes dans un pôle. Et le pôle, pour moi, c'était... J'arrivais pas à me dire je retourne dans un pôle, parce que pour moi, le pôle, en fait, t'as le même entraîneur que ta concurrente. Et donc, pourquoi comment tu vas être plus forte, alors que t'as le même planning et tu t'entraînes avec tes concurrentes? Et c'était... en fait, j'avais besoin de faire un programme un peu à la Émilie Morier, et je suis tellement un peu, on va dire, atypique sur certaines choses où... que j'avais besoin d'avoir... puis j'ai besoin d'avoir mon entraîneur qui croit en moi plus que ma concurrente, en fait. J'ai besoin de ressentir que les gens, ils ont confiance en moi, ils me croient en moi pour me transporter, me transposer, m'amener, en fait, sur des objectifs auxquels j'aurais même pas pensé réaliser. Donc c'est vraiment... Tout créer de A à Z, ça prend énormément de temps et énormément d'énergie, et c'est énormément risqué. Mais pour moi, si j'y arrive, ça va aller très haut. Et c'était à Bayonne, il y a aussi du perso à Bayonne qui me fait construire ici. J'avais besoin de pas mettre en parenthèse ma vie perso, parce que si la vie perso va, je vais très haut dans le pro, dans la performance en triathlon. Et c'est vraiment lié, c'est vraiment en fait, ce que je veux au début, c'est déjà être heureuse, et donc c'était dans ce lieu-là
dans le sud-ouest. J'arrivais plus à retourner à Montpellier, en l'occurrence. Je me sentais plus à ma place, plus... En fait, il fallait que je change de lieu. Donc voilà, Bayonne m'a vraiment ouvert les bras avec le club. Et voilà, et cette ambiance, les gens sont heureux d'être là. Et pour moi, ça, c'était le principal, en fait, de rien que de voir des sourires à l'entraînement. Ça me donnait une énergie de dingue. Et après, voilà, ça prend du temps. Hein. Ça a mis plus d'1 an à construire des conditions d'entraînement correctes. Et en plus de ça, je fais un extra en partant en stage 2-3 fois dans l'année pour m'entraîner là avec des gens qui sont dans la même position que moi en tant que pro. Et voilà, pour aller se tirer la bourre avec des gens qui ont la même vie que moi. Et tu disais aussi tout à l'heure en off, juste avant de démarrer l'épisode, moi je suis une triathlète atypique, comme si tu nous prévenais un peu. Là tu l'as répété. Pourquoi tu dis pourquoi tu dis ça en fait? Qu'est-ce qui fait de toi une triathlète atypique? Et c'est quoi une triathlète atypique? Typique du coup. Eh ben, pour moi, je me dis atypique. Alors c'est moi qui le définis, hein, mais c'est parce que j'ai cette passion du triathlon, mais qui s'en va très vite aussi quand je découvre ce qui se passe à côté en fait dans la vie. Voilà, là j'enregistre, je suis en visite d'un musée d'art moderne. Enfin, j'ai besoin de vivre beaucoup de choses aussi à côté du triathlon parce que le triathlon, ça en fait c'est horrible à dire, mais c'est 95% de ma vie. Et je découvre en fait ce qui se passe à côté. Moi, j'ai grandi en tant qu'Émilie la triathlète, mais Émilie la fille et maintenant la femme, en fait, je me connais très peu. Et après Tokyo, j'ai vraiment eu ce besoin de couper, oui, clairement, et de me découvrir aussi qui je suis en dehors du triathlon. Et du coup, depuis, j'ai du mal à être toujours centrée que triathlon. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas pour ça que je vais pas devenir une championne de longue distance. J'échange beaucoup avec Sam et beaucoup dernièrement. Et c'est vrai que lui, moi, je le mets un peu en triathlète atypique aussi. C'est un peu un triathlète tu parles de Sam Ledlow, qui va faire des festivals. Oui, de Sam Ledlow, le champion du monde. Oui, non, mais il a un côté atypique aussi, dans le sens où c'était un peu un ovni, quoi. Il sortait un peu de nulle part, entre guillemets, même si, clairement, il avait le... Oui, il faut pas avoir... Il avait le background, c'est ça, il avait le background. Et il avait pas forcément, c'était pas le plus talentueux. Hein. Moi, je m'en rappelle au pôle de Montpellier, personne n'a cru en lui. Hein. Ils l'ont pris dans le pôle, mais c'est vrai mais même moi, en fait, je me disais, mais il sera jamais champion du monde. Et en fait, il nous a démontré, et il s'est entouré de personnes qui avaient confiance en lui, dont sa famille, ça a été les premiers, hein, parce qu'au début, il avait pas énormément de personnes. Et en fait, il a construit dans l'ombre. Et maintenant, voilà, Sam, Et puis, ouais, il est atypique, parce qu'avant les mondes, il allait faire des soirées, hein. Il était pas complètement jambes en l'air tous les soirs, quoi. Et il arrive à prendre ce recul-là, à avoir des moments on et des moments off. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Et c'est vrai que moi, des fois, je me sens en décalage par rapport à ça. C'est pour ça que je dis un peu atypique, parce que avant les mondiaux à Lahti, je suis allée faire de la descente en VTT où j'aurais pu me tuer 30 fois sans les protections, sans rien, alors qu'une semaine après, je prenais l'avion. Et là, je suis sur mon vélo et je dis, mais Émilie, qui c'est qui fait ça, quoi? Ça fait 1 an que tu te prépares. Par contre, je me donne à fond. Pour moi, j'ai mis du temps à retrouver quand même cette dynamique de triathlète professionnel. Mais aujourd'hui, je suis à fond dans mon projet. Mais je vais quand même continuer s'il faut aller faire de l'enduro, à descendre la montagne. Et t'as 2 fois plus de chances à te prendre une bûche. C'est pas grave, j'y vais. Il y en a beaucoup qui disent, ah, mais tu fais du ski, mais t'as le droit dans ton contrat. Je dis, bon, déjà, il n'y a pas de contrat en triathlon, on n'est pas comme dans le rugby. Et oui, je continuerai à vivre, en fait. Je continuerai à vivre. J'ai 26 ans, c'est pas à 55 ans ou 40 ans même, où je vais dire, je vais aller me faire du ski. Non, franchement, déjà, j'ai 26 ans, j'ai pas vu le temps passer. Je dis pas que je suis vieille, hein, loin de là. S'il te plaît. Mais j'ai envie de profiter. Non, mais je me suis posé cette question-là après Tokyo. J'ai dit, mais j'ai pas vu le temps passer, quoi. Et donc oui, j'ai tout l'avenir devant moi. Je dis pas le contraire, mais j'ai besoin de profiter. C'est pas à 40 ans que je vais profiter, aller, me faire
voilà, et s'il faut aller faire la chouille, c'est juste une question d'organisation et de timing. C'est sûr que la chouille, je vais pas la mettre une semaine avant la compète, mais jusqu'à de novembre à décembre, là, mais voilà, s'il faut aller faire la fête, on va faire la fête. Enfin, en fait, la jauge mentale, elle est tellement remplie après une soirée, bon, surtout si c'est une bonne soirée, que on rentre le lendemain, on est à l'entraînement. Alors forcément, physiquement, on est plus fatigué, mais moi, j'ai déjà sorti des séances après avoir fêté. Donc forcément, on rentre à 2 heures, on n'est pas complètement pompette, mais avoir une force et puis une folie en moi. Et puis je me pose pas de questions, quoi. Vas-y, donne-moi la séance, j'assume et je pars. Et tu réfléchis moins. Des fois, moins réfléchir, ça aide. Le bon côté, c'est que quand tu reviens complètement éclaté après une soirée, c'est que tu te dis le lendemain matin à l'entraînement, je travaille sur la fatigue. C'est un paramètre de plus que tu voilà. rajoutes. C'est moins dangereux peut-être que l'hypoglycémie, mais c'est pas mal. Non, mais voilà, là je parle mais je suis pas, des soirées, je vais en faire 5, 6 dans l'année, ça se termine, enfin voilà, c'est pas, mais voilà, mais faut vraiment se l'autoriser parce qu'on peut vraiment partir en fait dans des délires de vie focus et on se dit là je vais être trop forte parce que je fais le job à fond et en fait non, respecter son équilibre et chacun est différent, il n'y a aucune méthode similaire entre un athlète A et un athlète B, quoi. Et ça, c'est de l'individualisation, elle est hyper importante et c'est savoir s'écouter et se connaître et pas, en fait, moi je regardais trop des fois ce que faisaient les autres. Je me rappelle, je m'entraînais avec Vincent à Girona et en fait je le voyais, il était tellement pro dans tout ce qu'il faisait et je m'étais découragée en me disant mais en fait Émilie, ça te ressemble pas et tu pourras jamais être forte parce que toi à 9h le téléphone il va pas être éteint, enfin je me connais trop et en fait non, il y a tellement plusieurs chemins pour y arriver. Et Vincent, il m'avait rassuré là-dessus, quoi, parce que lui, il a besoin de ça pour se sentir prêt. Et puis, chaque année aussi, on évolue. Enfin, là, on voit aussi, je pense, après Vincent, c'est qu'il s'affiche plus sur les réseaux sur ça, mais il y a aussi une certaine évolution sur son mode de vie. Enfin, c'est, en fait, respecter son équilibre et les évolutions, parce que, on a des péripéties de vie, des expériences, et en fait, c'est de l'adaptation, se poser les bonnes questions et faire les bons choix. C'est sûr que ça prend beaucoup d'énergie, mais je pense que quand on fait ses propres choix, on va assez loin et on est assez puissant. Ouais. Ouais, puis sans oublier que ça fait juste 20 ans que tu fais du triathlon. Ouais. Donc t'as que 26 ans, t'as l'âge de mon fils, hein. Donc t'as que 26 ans, mais finalement t'as déjà vécu une vie de triathlon. Là où certains amateurs qui commencent le tri à 20, 25, 30 ans, eux ils auront 6 mois. Toi t'as déjà 20 ans de triathlon dans les pattes. Ouais, c'est clair, j'ai 20 ans, ouais, c'est ça, j'ai 20 ans de triathlon dans les pattes. Mais ça fait que 10 ans, on va dire que, même pas que je fais du haut niveau, enfin, moi jusqu'à mes catégorie Benjamin, j'étais en train de faire des jeux dans la piscine, enfin, maintenant je vois c'est un peu différent, les jeunes, tout ça, ça se professionnalise assez vite, c'est assez quand même des entraînements conséquents, mais heureusement que j'ai été protégée quand j'ai été petite, et c'est vrai que quand je vois des écoles de triathlon à l'Aviron, là des fois j'y vais le samedi avec eux, et ils sont encore dans le jeu, et alléluia, parce que on a tellement de temps de se professionnaliser, enfin là c'est vrai que 20 ans de triathlon, je m'étais jamais dit que pendant 20 ans je ferais du triathlon. Moi déjà j'avais fait 3 au JOJ et 1 avec le relais mix. Je m'étais dit c'est bon, j'ai réussi ma carrière, alors que Émilie Morial elle avait rien fait, hein. Mais je m'étais jamais dit je continuerais à faire du triathlon toute ma vie, parce que je trouvais ça, en fait c'était trop demandant. Mais en fait non, enfin c'est faire sa propre recette pour aller chercher la performance, et des fois c'est pas forcément ce qu'on imagine en regardant des reportages sur des sportifs de haut niveau quelconque. C'est vrai, par contre, je rebondis sur ça, je me documente beaucoup sur comment ils font les autres sports. Et j'ai la chance d'être aux Étoiles du Sport et à l'Armée des Champions. D'ailleurs, l'Armée des Champions, enfin, je me permets de faire une petite dédicace, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai eu l'Armée des Champions qui ont continué à me suivre et qu'ils n'ont jamais remis en doute mon niveau et ma capacité à rebondir. Et c'est vrai qu'en étant blessée et mentalement et physiquement, eux ils sont restés mais toujours présents, encore plus présents,
Et c'est grâce à eux que j'ai continué et rebasculé, et pas rebasculé sur une vie lambda. Mais que ouais, aujourd'hui, je l'ai mis sur un poste, c'était assez fort pour moi, même si c'est qu'une phrase. Aujourd'hui, je suis redevenue sportive de haut niveau, et c'était un désert à traverser, quoi. Et l'armée m'a aidé fortement pour continuer dans cette voie-là. Ouais. Ce mode de vie que tu as aujourd'hui, où tu dis voilà, j'ai besoin d'avoir une vie à côté du triathlon, est-ce que c'est pas quelque chose que tu peux te permettre aussi parce que tu as justement déjà 20 ans de carrière entre guillemets, en tout cas tu as 20 ans d'expérience dans le triathlon, un peu comme ça, moi d'ailleurs, qui a, pareil, il a commencé à 4 ans le triathlon, ses parents étaient déjà complètement dedans, donc tu vois, t'es un peu né dedans, et donc quoi qu'il arrive, ça te donne un avantage compétitif par rapport aux autres. Et donc, est-ce que cette manière tu vois, de voir les choses et de te dire en fait moi j'ai besoin de vivre aussi, oui, parce que potentiellement j'étais dans le triathlon avant et donc aujourd'hui j'ai besoin de découvrir aussi d'autres choses, donc il y a ça, et en même temps j'ai cet avantage compétitif qui fait que je peux me permettre d'aller faire la fête avec les copains, de me prendre une journée de récup sur ma semaine, tu vois, d'avoir justement une approche qui est un petit peu plus différente, un petit peu plus cool, là où un triathlète qui a démarré le tri il y a 5 ans, tu vois, et qui sera côte à côte avec toi, et forcément il a des lacunes, il a un retard à rattraper, et donc le jour de récup il l'aura pas, et la fête non plus, tu vois. Je suis pas complètement d'accord, parce qu'en fait je pense que c'est la capacité à se connaître et à savoir, on va dire, se lire, à savoir qu'est-ce qu'on a besoin pour parfait. C'est vraiment j'ai de l'expérience, j'ai 20 ans, mais en fait j'ai mis quand j'étais dans le court distance jusqu'à ce que je parte du pôle, je me connaissais pas, parce qu'en fait j'étais un soldat, on me disait de faire ça, je faisais ça, et ça a marché sur les catégories jeunes, mais après je m'en rappelle, j'avais des résultats, mais c'était pas non plus flamboyant, quoi. C'était pas. Et en fait, le moment où j'ai repris mon projet en main, c'est à partir de là où je me suis dit déjà je sentais que j'aimais l'entraînement, et que au pôle je me sentais un peu soldat, quoi. Je faisais, mais je pense que j'assimilais pas autant que quand je me suis dit ok, je veux faire ma vie, je veux être triathlète professionnel, je vais y arriver, qu'est-ce que je mets en place, avec qui je travaille. Et c'est à partir de ce moment-là en fait où ça a vraiment décollé pour moi en 2019, parce que j'étais consciente en fait c'était mon choix, j'aimais ce que je faisais, et comment dire, je sors un peu de ta question, mais pour moi je pense la plus grande qualité, c'est de savoir ce qu'on a besoin, prioriser j'ai cette lacune là, je vais travailler juste et bien, quoi. Et c'est fou les différences entre chaque personne, en fait. C'est un peu comme il y a des gens qui ont besoin de dormir 5 heures et il y en a c'est 10 heures. Et dans l'entraînement c'est un peu pareil. Et c'est se connaître, quoi. Savoir ce qu'on a besoin pour aller chercher cette performance. Et c'est dur parce qu'on a toujours envie de faire comme le copain, parce que l'entraînement c'est en groupe, mais c'est comment à des moments dire je prends la décision de aller bosser une fois en plus en natation parce que j'ai une lacune, et faut pas se leurrer, hein. La réussite elle arrive avec le travail, et moi j'avais un peu oublié, hein. C'est du travail. Oui, on a forcément des différences au niveau des qualités, plus talentueuses que d'autres physiquement, mais ça passe par énormément de travail et de régularité et cette consistance. Et en fait, quand je te dis de respecter l'équilibre à côté, ça me permet d'avoir une consistance, parce que Émilie elle va pas être blessée, elle va pas s'arrêter 2 semaines en course à pied. Émilie elle va avoir le nombre d'heures qu'il faut minimum pour parfait, et à côté en plus elle va être heureuse, donc à l'entraînement elle va l'assimiler encore mieux, quoi. Donc mais après tu vois, oui, j'ai 20 ans d'expérience, mais si pendant 20 ans t'es un soldat et tu fais juste les entraînements comme ils te sont donnés et tu te poses pas de questions, mais tu grandis pas, en fait.
on va dire, ça s'annule, quoi. Donc, je peux être sur Bayonne aussi parce que j'ai eu des résultats, on va dire, en courte distance qui me permet que les gens ont un peu plus confiance en mon projet parce que ils savent que j'ai déjà gagné des grosses courses. Donc c'est vrai que les gens, on sent qu'ils sont motivés par le projet du longue distance parce que pour l'instant en long il y a eu des podiums, mais voilà, je suis 60e mondial, je suis pas dans le top niveau encore, quoi, ce que j'ai pu où j'ai pu aller en courte distance. Tout est relatif, hein, 60e mondial, bon. Non, mais c'est clair, mais tu vois, en fait, je vis tellement triathlon, enfin, je pense, en fait, c'est fou, tous les nombres de questions que je me pose et l'engagement que j'y mets. C'est vrai que c'est pas pour... c'est déjà énorme d'être 60e, mais mon objectif, il est d'aller... Mais on est quelques millions de triathlètes dans le monde, tu vois. Je pense qu'à l'époque, c'était avant même la période Covid, où depuis, je crois que ça a pas mal augmenté, mais je crois qu'il y avait déjà 3 millions de triathlètes à l'époque. T'as à peu près un tiers de femmes, 2 tiers d'hommes dans le triathlon, donc ça veut dire que t'avais 1 million de femmes. Donc même si c'est un chiffre qui a encore augmenté, mais même si on reste là-dessus, je veux dire, t'es 60e sur 1 million. Non, c'est clair. Mais là, en fait, le projet qu'on est en train de monter avec l'équipe, il y a une équipe de 8 personnes, on va dire, majeures qui tournent autour de moi. Et en fait, c'est pour aller chercher le plus haut niveau, quoi, d'aller chercher ces courses PTO, d'aller concourir avec vraiment les meilleurs. Et c'est à ce moment-là où je pourrais être satisfaite et dire j'ai réussi à faire on va dire le changement de distance. J'ai réussi à avoir une carrière aussi dans le longue distance et je me mets pas de limite, que ce soit de temps ou de place ou d'objectif, mais en tout cas cette année elle m'a permis de construire vraiment la base pour aller chercher au... Et quand je dis la base, c'est le prépa physique, le bon coach, le bon sport scientist, vraiment avoir cet entourage qui croit en moi. Moi, c'est la première chose que je ressens, et avoir aussi un peu de ce charisme-là pour me transporter haut, quoi. Parce que souvent, on se repose des questions. Il y a plein de fois, je doute de me dire mais je vais jamais y arriver, et avoir vraiment cet entourage qui nous remobilise à chaque moment de doute, quoi, parce qu'il y en a forcément. Et c'est vrai que moi, c'est une des choses que m'a dit mon coach un jour. Il faut faire attention à pas y aller trop vite, trop fort, parce que c'est une erreur que font énormément de triathlètes. C'est que tu démarres, en fait tu découvres le monde du triathlon, tu te dis waouh, c'est ouf, et en fait j'ai envie de tout donner, et donc tu te mets all-in pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis à un moment t'arrives un peu à la limite, tu satures, quoi. Et puis limite ça te dégoûte, et en fait et puis tu quittes le monde du triathlon, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là, et lui ce qu'il me disait c'est écoute, vas-y mollo quand même, quoi. Enfin tu vois, je veux dire, ce que tu fais pas cette année, écoute, c'est pas grave, tu le feras l'année prochaine ou dans 2 ans, enfin voilà. Et donc moi je sais que j'ai eu plusieurs coachs et qui m'ont toujours un petit peu freiné, et à juste titre, parce que moi j'ai commencé le triathlon, je dis je vais faire un Ironman. Oui, attends, d'abord tu vas commencer par un quart et puis un semi cette année, et l'année prochaine si tu veux tu feras du long. Mais voilà, et donc je pense que c'est important aussi d'avoir un peu ce garde-fou, et de pas y aller trop vite, parce que soit on se blesse, soit en fait on arrive à bout, parce que voilà, on sature tout simplement, même mentalement. Ou parce que on perd son job, on divorce, on perd ses amis. Non mais c'est vrai. Ouais, clairement. Non, la progressivité. Mais j'en parlais encore avec Sab. Il me dit, Émilie, si j'ai un conseil à te donner, c'est de voir à long terme et pas à court terme, et pas te mettre 3 mois focus sur un événement, enfin pour une course, et vraiment une vision à long terme, parce qu'un projet sportif, comme je me le suis donné là, c'est pas en 1 an qui va se construire et que je vais le réaliser, c'est sur 2, 3, 4 ans, et vraiment avoir cette vision long terme. Et Joël Filleul aussi, il m'avait vraiment inculqué, c'est Émilie, pas de pression de timing, en gros, tu as le temps, laisse le process faire son boulot,
et tu seras forcément récompensé. Et on a toujours envie d'aller plus vite que la musique, de sauter les distances comme tu disais. Et puis bon, franchement, le seul cadeau, seul succès à la clé, c'est une blessure physique ou mentale, une baisse de régime, enfin avoir une endurance motivationnelle. C'était Arsène Wenger qui en parlait. Mais voilà, si tu arrives à garder cette endurance, mais t'as tout gagné parce que tu vas créer tellement d'adaptations avec la consistance à l'entraînement, l'envie, que forcément dans 2-3 ans on fait les comptes et là c'est jackpot quoi. Ok, et alors pour la suite, parce que là t'es parti sur du long, enfin beaucoup de semis surtout. Tu te vois passer aussi davantage sur du full? Ouais. Alors on m'aurait posé cette question il y a 6 mois quand je partais sur le semi et qu'au 2e kilomètre je disais mais comment je vais rallier l'arrivée. Je me disais mais jamais je vais faire du full. Enfin ils sont dingos les gens. Et c'est vrai que au fur et à mesure je commence un peu à digérer cette distance là et surtout le semi parce que je pense que pour le full la plus grosse épreuve, enfin pour mon cas et pour beaucoup de cas quand même, c'est de terminer le marathon à la fin. Ouais, je me vois faire du full, ouais. Je me vois faire du full si j'ai une consistance à l'entraînement et que je me blesse pas, parce que ça va être le plus gros défi avec l'équipe, c'est que je suis quand même tendance à pas mal me blesser parce que je respecte pas mon équilibre et que je prends pas assez de temps pour moi, pas assez de ce bien-être là, je le mets trop de côté en fait. Pendant l'entraînement, je suis une warrior, mais avant et après, mais je suis pire qu'une amatrice. Donc il y a vraiment ce côté-là où voilà, il faut que je prenne du temps pour moi pour ne pas être blessée et avoir une régularité dans l'entraînement qui me permet d'aller sur du full. Parce que je pense pas que c'est plus d'heures forcément, parce que là je m'entraîne à peu près 20 à 25 heures. Donc on peut aller tirer jusqu'à 30 en stage, c'est ce que je fais. Mais voilà, si pendant 6 semaines, 8 semaines, enfin bon, toute l'année même, il y a 20, 25 heures, 30 heures de validé. Le full, il passe et oui, j'ai envie. Oui, j'ai envie, puisque en plus le système aujourd'hui du PTO, il est quand même avantageux si tu es sur la distance full. Et c'est quelque chose qui t'a toujours attiré, ou te dire ouais un jour je ferai du full, ou bien pas du tout, c'est juste là récemment où tu te dis non. Non, je m'étais toujours dit, parce que ma sœur en fait faisait du triathlon aussi, et du coup c'est elle en fait qui m'a lancé là-dedans, parce que le club d'athlé il était super loin, je m'en rappelle, il y avait un club de tri en bas de notre village. Du coup mes parents ils ont dit ouais, fais pas chier, on va te mettre au triathlon, et du coup elle a adoré, et du coup j'ai suivi en fait le pas, hein. Mais je m'étais dit Pauline, un jour on fera un Ironman, mais on se séparera pas, on le fera ensemble quoi. Mais ça en restait là. Et en fait voilà, hein, là je me retrouve à pas encore confrontée, mais on va dire que dans un an, oui, la question elle va vraiment se poser et je vais y arriver. Mais non, c'est pas un rêve, enfin je peux pas dire que c'est un rêve ultime. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est que les sensations, les émotions qu'on traverse pendant ces épreuves, c'est tellement de l'ultra, on va dire, que elles font vivre quand même quelque chose qui est dur à retrouver dans la vraie vie. Et ce sentiment de satisfaction d'avoir quand même accompli quelque chose de beau et grand, rien qu'en finissant, en passant cette finish line. Et en plus, des fois, quand il y a le résultat à la clé, en fait, moi je les retrouve pas tellement dans la vraie vie. Et du coup, c'est pour ça que ça m'anime encore et que j'ai envie d'aller sur la distance. Bon, par contre, 8 half cette année, si tu passes sur du long, c'est faisable d'en faire 8 dans l'année, mais c'est quand même autre chose en termes de récup et d'équilibre pour le coup. Non, merci. Parce que je peux vous dire que quand je me réveillais le matin, le lendemain des halfs, mais je me demandais comment j'avais fait pour terminer, parce que j'avais tellement des douleurs énormes, parce que le corps il est pas habitué. Donc franchement, moi j'ai un respect immense pour ceux qui passent cette ligne d'arrivée et qui n'ont pas une prépa
voilà, comme on peut avoir nous les pros avec un suivi derrière qui est énorme. Je me dis mais les douleurs qu'ils doivent avoir le lendemain des courses, enfin c'est parce que ouais, moi, pendant 1 an j'ai pas couru, donc forcément j'avais pris beaucoup de poids tout ça, et les lendemains même de mes footings après ma reprise, mais c'était horrible. Et je me dis mais je comprends pourquoi les gens ils disent j'aime pas courir quoi, parce que en fait c'est de s'y remettre ou de s'y mettre, c'est vraiment pas humain, parce qu'en fait ça fait mal, et bah on va dire que la dopamine elle arrive pas tout de suite quoi, donc cette recherche de dopamine et d'adrénaline pour moi elle est le moteur en fait pour garder cette envie à aller faire des défis comme ça quoi. Oui, je confirme. J'ai traversé la France en courant cet été, 29 jours de cure de dopamine, de noradrénaline, d'endorphine. Maintenant, j'ai un peu du mal à m'y remettre, et ne serait-ce que d'aller courir 10 bornes, c'est vraiment difficile. Ça, c'est dur à gérer, le up et le down en fait qu'on vit. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé avec les jeux, avec la prépa des jeux. J'étais toujours en up, et en fait, tout s'arrête. Et même après une course, en fait, on a une sorte de down, et de se dire, je sais pas, moi je me sens pas toujours très bien après une course, parce que ça engendre tellement de choses pendant la course qu'après on se retrouve, et en plus on a un corps fatigué, donc on va dire qu'on voit un peu plus rapidement en noir, parce que voilà, il y a tout qui s'arrête d'un coup quoi. Enfin, franchement, on passe la ligne d'arrivée, voilà, on rabat les barrières et puis c'est fini quoi. Que t'aies fait première, dernière, machin, on remet les compteurs à 0 et c'est reparti pour une autre course quoi. Donc garder en fait cet équilibre et pas trop monter dans les tours trop vite, cette régularité, progressivité, ça c'est important, ouais. Et puis de s'organiser en fait le calendrier de course pour avoir vraiment les objectifs court, long terme, c'est important quoi. C'est vrai que moi j'ai appris que la vie est quand même une question d'organisation, et ça aide à certains moments aussi. Bon, et l'année prochaine du coup c'est quoi? T'as déjà des objectifs précis en tête? Oui, le calendrier est déjà fait, donc ça c'est déjà une prouesse pour moi qui anticipait pas grand chose avant. Mon but, ma volonté on va dire, c'était de courir en France, parce qu'on a des très beaux alpes en France avec un gros plateau, et du coup pour l'instant c'était courir en France sur Alpha Ironman, sur le label Ironman, donc j'ai prévu dans l'ordre ça va faire Aix, Nice, Sable, et ensuite après en fonction du niveau avoir peut-être une wildcard pour aller en course PTO, voilà, vraiment, donc c'est déjà, il faut la recevoir cette wildcard, et c'est si j'ai un niveau compétitif pour aller batailler avec les meilleurs. Donc il y a courir moins mais courir plus juste, et après ensuite courir avec les meilleurs mondiales pour aller se confronter et voir comment je me débrouille déjà dès l'année prochaine. Mais ça dépendra de mes performances dès le début de l'année quoi. C'est plus pratique évidemment en termes de logistique, et puis en termes d'empreinte carbone aussi, de viser les courses en France. Il y avait ça aussi, c'est que non, c'est bête, mais en fait moi de partir aussi avec d'autres en voiture, mettre le vélo, ne pas le démonter, et ne pas prendre l'avion, de pas avoir aussi un temps et un coût de transport, et forcément c'est vrai que des fois en courte distance je me rappelle, j'étais allée en Australie, en fait on avait rien vu, on avait vu juste l'hôtel, l'aéroport et le lieu de course, et après on était tout de suite repartis, et je me rappelle de décoller dans cet avion et de me dire mais en fait j'ai gaspillé, j'ai pollué la planète. Alors oui, on avait fait champion du monde en relais mix, donc c'était énorme en moins de 23 ans, et c'était dingue, mais j'avais pas du tout profité, et j'ai dit mais en fait je veux plus voyager comme ça. Et ce qu'on a dit avec l'équipe, c'est que quand on fait un half et que par exemple l'année prochaine c'est en Nouvelle-Zélande, donc ça c'est un peu le gros objectif, le 10 décembre, c'est de profiter avant et après pour pas faire un aller-retour juste pour la course quoi. Pour moi c'est trop gaspillé, et puis c'est sûr qu'il y a aussi un budget qui rentre en jeu, aller un aller-retour en Nouvelle-Zélande, voilà, c'est pas donné,
il y a ça aussi, il y a ce côté écologique, il y a ce côté aussi un peu des fois où j'ai du mal, c'est que je me dis, pas tout le monde peut se le payer. Et c'est un peu élitiste des fois, enfin, au niveau de tes revenus, il y en a qui vont pas aller en Nouvelle-Zélande parce qu'ils peuvent pas se payer le billet, les hébergements, enfin, dès qu'on se déplace, c'est un coût énorme. Et des fois, c'est vrai que j'ai un peu de tristesse par rapport à ça, quand il y a cette cérémonie de slot, et qu'il y en a qui sont présents, mais qui vont pas signer la feuille parce qu'ils ont pas l'argent sur le compte en banque, et que, l'autre, voilà, enfin, et tant mieux pour lui, il a la famille ou quelqu'un derrière ou un métier qui le permet de après il se les crée cette situation-là, mais de payer et de partir, et ils ont autant de mérite les deux, mais c'est vrai qu'il y a un moment cette question financière qui rentre en jeu, et des fois moi ça me fout la boule au ventre quand je vois ça, ouais. Donc c'est vrai que c'est un sport assez élitiste et qui coûte cher, et moi c'est vrai que si j'étais pas accompagnée depuis que j'ai 14 ans, je suis accompagnée par des marques ou des magasins. Enfin, ça a commencé par un magasin de cycle. Mistral Cycle, je me rappelle qu'il m'avait offert mon premier vélo parce que j'avais pas un vélo qui était... c'était un vélo qui était à peine en alu. C'était même de l'acier avec des cales en bois pour que je touche les pédales. C'était n'importe quoi. Et il m'avait offert un vélo semi-carbone là. Et en fait, c'est ce qui m'a aidé. Et c'est pour ça que j'ai réussi aussi, parce que si j'étais pas aidée, clairement, je viens pas d'une famille où l'argent coule à flot, et j'aurais pas pu parce que c'est des coûts financiers énormes. Les saisons, elles sont chères, et malheureusement, des fois, il y a pas, ça commence à se développer et à être médiatiquement plus vu, plus intéressant. Enfin, mais c'est vrai que c'est quand même la débrouille, même chez les pros, des fois, c'est la débrouille. Je pense que c'est des questions en tout cas qui se posent de plus en plus. Au vu de l'urgence climatique notamment, est-ce qu'on continue à faire des compétitions à l'autre bout du monde qui vont durer peut-être quelques heures de plus, et bon, on le voit bien aussi avec l'arrivée des JO là, c'est vrai que on voit les JO de Paris, il y a quand même pas mal de couverture médiatique sur des trucs un peu des trucs qui font plus vraiment de sens en fait à l'heure actuelle. Donc, oui, c'est vrai que ça apporte beaucoup de sujets. Ok. Mais donc du coup tu décides de tout faire en France, qui est du coup très noble. Mais c'est en termes de parcours, c'est 3 courses qui sont très différentes. C'est 3 courses qui sont très différentes, ouais. Parce que à Aix, ce que j'aime beaucoup, c'est ce pilotage vélo, avec ces montées et ces descentes, enfin ces montées qui sont pas non plus avec des pourcents très hauts. Enfin, on remarque le dernier col, je dis des bêtises parce que le dernier col, il en prend du 10% à un moment. Mais ce pilotage en vélo qui m'intéresse beaucoup. Au sable, c'est complètement différent, c'est plat, mais avec mon gabarit, c'est vrai que j'ai une certaine puissance. Et à Nice, on retrouve ce côté avec un peu de pilotage, où d'ailleurs je vais arriver, tu vois, une semaine avant pour vraiment repérer les parcours, pour avoir cette carte-là avec moi s'il faut faire la différence sur le vélo. Mais j'aime autant, en fait, c'est vrai que j'ai un gabarit quand même qui est puissant, donc sur le plat ça avance. La différence que pour l'année prochaine, c'est que je vais travailler ma position vélo, avoir un cockpit personnalisé, et surtout une position qui allie autant l'aéro que le confort. Donc ça va vraiment changer pour des parcours comme les sables, ou comme ce que j'ai pu faire à Vieux-Boucau, où c'est des longues lignes droites. Mais ouais, et puis j'ai pas envie de faire Émilie, elle est puissante sur le plat, alors elle fait que des courses avec des parcours plats. Non. En plus, j'ai retrouvé un gabarit qui est plus athlétique. Enfin, pendant ma coupure, j'ai pris 12 kilos, donc au début, c'était un peu dur aussi à se présenter sur des parcours avec du dénivelé. Aujourd'hui, je suis plus polyvalente, donc on va dire les parcours que j'adore, c'est en lac. Quand c'est rolling, c'est un peu montée-descente avec du pelotage et plat sur la course à pied. Mais moi, j'aime. Ouais, ça me dérange pas même si je pars pas avec les cartes en main, je veux dire, si c'est pas forcément un parcours qui me convient, c'est allez, on y va, si j'ai envie, en fait, le lieu m'inspire, on y va, je me pose pas trop de questions, et
Et puis cette année, c'était quand même beaucoup de découvertes, donc je voulais un peu me tester un peu plus sur tout parcours, quoi. Et un parcours comme Knock, par exemple, c'était à ton avantage? À Knock, ouais, c'était à mon avantage, mais à Knock, en fait, j'avais besoin de valider un semi. Parce que cette année, j'ai pu très peu courir. Et là, j'avais eu en fait une période où j'étais pas blessée, donc j'avais quand même à cœur de valider, de me prouver que je pouvais courir en 4-0, voire un peu moins. Et du coup, à vélo, j'ai pas appuyé comme ce que j'ai pu faire avant où je partais. Et là, j'étais là, ouais, trop bien, allez hop, c'est parti pour 2h30 d'écrasage de pédales, à écraser les pédales, pardon. À Knokke, je suis plus restée sage et je voulais vraiment valider le semi. Mais c'est vrai que le parcours, ouais, il me convenait bien. Il fallait une petite natation en lac parce que moi j'aime pas trop et sans combi, ça j'ai pas eu encore la chance de nager sans combi, mais je rajouterais une natte sans combi aussi pour avoir toutes les. Ça c'est parce que t'es une bonne nageuse. Je suis une bonne nageuse. Je pense que je peux pas dire que je suis une bonne nageuse parce que je sors pas devant sur toutes mes courses. Mais par contre, je suis une nageuse qui nage beaucoup en glisse. Je dois sentir beaucoup les sensations dans l'eau. Et c'est vrai que quand je mets une combi, forcément, je mets une matière au-dessus de moi et je me sens moins à l'aise en fait. J'ai moins de repères. Que je nage beaucoup Moi, je nage beaucoup à la glisse, ouais. Et c'est vrai que quand il faut mettre de la fréquence et bombarder, j'y arrive pas. Et forcément, puisqu'à l'entraînement, je nage pas comme ça. Donc, on essaye justement que je puisse m'adapter un peu plus, quoi, parce que y a pas toujours des lacs, des natations sans combi. Donc, c'est vraiment optimiser aussi ce drafting, être stratégique, rester dans les pieds, avoir une vision de la course. Donc, prendre les bonnes trajectoires. Ça va. Hein, je me mets pas en valeur, mais ça va, sur ça je me débrouille, mais c'est vrai que une natation avec et sans combi, c'est pas la même quand même. Non, parce que moi pour le coup c'est dans l'autre sens. Moi je suis plutôt au stade où j'ai intérêt à avoir une combi parce que pour moi la combi elle m'aide à flotter, tu vois. Ouais. Ça permet de rester à la surface. Je crois que c'est ce côté-là, et puis forcément les jambes elles sont pas perpendiculaires au sol là comme en piscine, ce qu'on peut voir c'est comme si on avait le pool, et je m'entraîne pas mal avec des triathlètes et c'est on met le pool alors que moi le pool j'avance pas, je mets un pool j'avance pas, mais parce que j'ai la chance t'es une nageuse, tu sais nager quoi. Mais parce que depuis toute petite je suis dans les bassins, donc forcément, et heureusement que je sais nager parce qu'avec les kilomètres que je me suis tapé, excuse-moi de l'expression, mais purée, les 6h30 dans le bassin pendant 2-3 ans, heureusement que je sais me débrouiller. C'est comme les gens disent tu nages super bien. Je fais ouais, mais en fait Coco, depuis 20 ans je suis dans les bassins, donc heureusement que je nage super bien parce que sinon j'aurais des questions à me poser, quoi. C'était Pierre Tortereau qui nous parlait de ça sur les nageurs et le pool boy, et au contraire il déconseillait énormément aux triathlètes de se laisser aller à cette envie de ne nager que en pool boy. On vous invite à réécouter l'épisode si ça vous intéresse, mais je pense que Pierre comprend très bien ce que tu veux dire, Émilie. Ouais. Après, en tout cas, si quelqu'un cherche une course, si quelqu'un est mauvais nageur et cherche une course où il va pas trop galérer, Knokke c'était très bien. Il y avait pas trop de vagues, on avait le courant dans le dos. J'ai jamais fait une natation aussi rapide de ma vie. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Bon, la transition était un petit peu plus longue en revanche, donc il fallait quand même courir. Mais c'est bien pour les nageurs. Mais c'était bien pour les mauvais nageurs, effectivement. Donc pour moi, par exemple, j'étais très content, tu vois. Ouais. Il y a même des courses où il n'y a pas assez d'eau et on peut courir sur le sable. Ça, c'est encore... Knokke, c'était ça. Hein, les 100 ou 200 derniers mètres de nage, on avait pied. Et donc, en fait, on courait quoi. Plus pour les amateurs, je pense. Ouais, ça descendait, ouais. Et c'est vrai, ça, c'est génial. Mais bon, c'est génial. Après, j'ai envie de dire, pourquoi il n'y a pas assez d'eau. Des fois, il faudra se poser des questions, mais oui. Et on en revient aux triathlètes qui prennent l'avion pour aller en Nouvelle-Zélande pour faire un court distance, n'est-ce pas? Ouais, non, mais en fait, moi j'aurais le choix de me dire je cours qu'en France. Il y a des athlètes qui ont un positionnement, qui ont un certain statut, donc ils peuvent se permettre de dire
si je suis amenée à prendre l'avion, je serai pas au départ de cette course. Mais le problème, c'est que il y a la limite il faut qu'on en vive. Et si tu n'existes pas, par exemple, sur un championnat du monde, pour exister en triathlon et pour gagner ta vie, il faut gagner des courses. 2e, 3e, ça suffit pas. Et il faut gagner des grosses courses. Et donc, du coup, on est obligé dans notre vie, mode de vie, avec notre métier, de se déplacer. Et c'est vrai que des fois, c'est à contre-cœur. Hein. Moi, le transport, moins il y en a, mieux je me porte. Mais c'est à obtenir ce statut pour dire, je cours que sur des courses où je peux prendre la voiture, je peux partir avec toute mon équipe dans la voiture et de pas utiliser, c'est sûr, l'avion. Je l'ai calculé, mon empreinte carbone. Je suis pas bon, je suis vraiment pas bon, mais c'est comment la réduire. Je sais que sur Paris, pour tout ce qui est action partenaire, je monte très peu, ou des fois ça va être privilégier le train, mais des fois avec des timings, en fait le partenaire il te prenait un avion parce que t'avais pas le temps de prendre le train. Et là c'est là wow, stop quoi, j'appelle ça un peu cette fast life. Des fois en fait c'est que t'as même pas le choix, mais en fait c'est prends le temps pour pas avoir une vie où c'est à 1000 à l'heure, parce que ça tient à un moment mais t'exploses. Moi je sais que j'ai du mal au bout d'un moment d'être à droite à gauche, et en plus après ça se répercute sur l'entraînement. En fait c'est business du sport, et garder cette performance à l'entraînement, on peut vite, quand on a des résultats, être attiré par ce côté business parce que ça fait rentrer de l'argent, mais après tes résultats ils en prennent un coup parce que tu peux pas être sur les deux fronts, et c'est là où c'est important de bien s'entourer. Et malheureusement dans le monde du sport il n'y a pas que des bonnes personnes, et il faut vraiment choisir son entourage, un entourage proche, parce qu'on est en contact tout le temps. C'est une équipe de travail, mais ça va plus loin que ça. Et savoir choisir les bonnes personnes, c'est pas toujours très facile. Ouais. Tu parles de bien s'entourer, de bien choisir les personnes. Pendant cet épisode, on t'avait prévenu, on te poserait la question du podcast qui s'appelle devenir triathlète. Au-delà de savoir s'entourer, pour toi, comment est-ce qu'on fait pour devenir triathlète ? Pour devenir triathlète, déjà il faut avoir... c'est comme dans tout dans la vie, moi je vais te répondre simplement, c'est avoir l'envie de devenir triathlète. C'est avec l'envie, tu fais tout, avec je compare ça à la motivation en fait. Quand tu es motivé à faire quelque chose, tu le deviens. En fait, il n'y a pas de secret, c'est pas inaccessible de devenir triathlète. C'est t'as envie, fais-le. Voilà, écoute, moi ça me va comme conclusion. T'as envie, fais-le. Voilà, c'est nickel. Émilie, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, de t'être ouverte comme ça avec nous et avec nos auditeurs. Pour te suivre, pour suivre tes aventures, pour te contacter si on souhaite en savoir plus, ou même si on est dans le coin de Bayonne et qu'on veut venir partager un entraînement avec toi, ça se passe de quel côté ? Pas de problème. Instagram, j'essaye de tout lire. Il y a même, je crois, mon adresse email dessus. Moi je suis vraiment pas contre pour partager des entraînements. J'essaie de répondre à tout le monde. Après, si je réponds pas, il faut pas m'en vouloir. Je suis pas une fille très connectée. À chaque fois, mes amis ils me disent que je suis injoignable sur mon téléphone. Donc, si on m'envoie 2-3 messages, il y a quand même une chance que je le vois. Mais ça sera du côté de Bayonne. Vraiment, il y a des stages de prévus, mais je vais essayer de garder une stabilité importante sur Bayonne. Ouais. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne continuation, une bonne récupération, puisque là, t'es en fin de saison 2023, et puis évidemment, une très très bonne saison 2024. On suivra tout ça et on espère te voir sur les podiums des courses longues de l'année prochaine. J'espère aussi. En tout cas, on va partir sur un hiver studieux pour se permettre de viser ces places-là, et de viser cette plus haute marche qu'on veut tous et qu'on veut tous atteindre. Donc merci beaucoup, merci pour l'invitation, et à la prochaine. Avec plaisir. Génial, un grand merci Émilie, super, c'était vraiment super, et merci aussi pour ta sagesse que tu as pu partager avec nous. Finalement 20 ans d'expérience dans le triathlon, on voit qu'il y a du recul en tout cas, donc c'était un très chouette épisode. On te suit de très près, et Hermano, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.